À travers chants d'Hector Berlioz. Les mauvais chanteurs, les bons chanteurs, le public, les claqueurs. Je l'ai déjà dit, un chanteur ou une cantatrice capable de chanter 16 mesures seulement de bonne musique avec une voix naturelle, bien posée, sympathique, et de les chanter sans effort, sans écarteler la phrase, sans exagérer jusqu'à la charge les accents, sans platitude, sans affaîtrie, sans mièvrerie, sans faute de français, sans liaison dangereuse, sans hiatus, sans insolente modification du texte, sans transposition, sans hoquet, sans aboiement, sans chevrotement, sans intonation fausse, sans faire boiter le rythme, sans ridicules ornements. Sans nauséabondes appoggiatures, de manière enfin que la période écrite par le compositeur devienne compréhensible, et reste tout simplement ce qui l'a faite, est un oiseau rare, très rare, excessivement rare. Sa rareté deviendra bien plus grande encore si les aberrations du goût du public continuent à se manifester, comme elles le font, avec éclat, avec passion, avec haine pour le sens commun. Un homme a-t-il une voix forte, sans savoir le moins du monde s'en servir, sans posséder les notions les plus élémentaires de l'art du chant? S'il pousse un son avec violence, on applaudit violemment la sonorité de cette note. Une femme possède-t-elle pour tout bien une étendue de voix exceptionnelle, quand elle donne, à propos ou non, un sol ou un fa grave plus semblable au râle d'un malade qu'à un son musical, ou bien un fa aigu aussi agréable que le cri d'un petit chien dont on écrase la patte, cela suffit pour que la salle retentisse d'acclamations. Celle-ci, qui ne pourrait faire entendre la moindre mélodie simple sans vous causer des crispations, dont la chaleur d'âme égale celle d'un bloc de glace du Canada, a-t-elle le don de l'agilité instrumentale? Aussitôt qu'elle lance ses serpenteaux, ses fusées volantes, à 16 doubles croches par mesure, desquelles peu de son tri infernal vous vrillez le tympan avec une insistance féroce pendant une minute entière sans reprendre haleine, vous êtes assuré de voir bondir et hurler d'aise les claqueurs monstrueux au parterre accroupi. Un déclamateur s'est-il fourré en tête que l'accentuation vraie ou fausse, mais outrée, est tout dans la musique dramatique, qu'elle peut tenir lieu de sonorité, de mesure, de rythme, qu'elle suffit à remplacer le chant, la forme, la mélodie, le mouvement, la tonalité. Que pour satisfaire les exigences d'un tel style empoulé, boursouflé, bouffi, crevant d'emphase, on a le droit de prendre avec les plus admirables productions les plus étranges libertés. Quand il met ce système en pratique devant un certain public, l'enthousiasme le plus vif et le plus sincère le récompense d'avoir égorgé un grand maître, abîmé un chef-d'œuvre, mis en loque une belle mélodie, déchiré comme un haillon une passion sublime. Ces gens-là ont une qualité qui, en tout cas, ne suffirait point à faire d'eux des chanteurs, mais qu'ils ont d'ailleurs, en l'exagérant, transformé en défaut, en vice repoussant. Ce n'est plus un grain de beauté, c'est une verrue, un polype, une loupe qui s'étale sur un visage d'une insignifiance parfaite, quand il n'est pas d'une laideur absolue. De pareils praticiens sont les fléaux de la musique, ils démoralisent le public, et c'est une mauvaise action de les encourager. Quant aux chanteurs qui ont une voix humaine et qui chantent, qui savent vocaliser et qui chantent, qui savent la musique et qui chantent, qui savent le français et qui chantent, qui savent accentuer avec discernement et qui chantent, et qui tout en chantant respectent l'œuvre et l'auteur dont ils sont les interprètes attentifs, fidèles et intelligents. Le public n'a trop souvent pour eux qu'un dédain superbe ou de tièdes encouragements. Leur visage régulier, tout uni, n'a pas de grain de beauté, pas de loupe, pas la moindre verrue. Ils ne portent pas d'oripeau, ils ne dansent pas sur la phrase. Ceux-là n'en sont pas moins les véritables chanteurs utiles et charmants, qui, restant dans les conditions de l'art, méritent les suffrages des gens de goût en général, et la reconnaissance des compositeurs en particulier. C'est par eux que l'art existe, c'est par les autres qu'il périt. Mais, direz-vous, oserait-on prétendre que le public n'applaudit pas aussi, et très chaleureusement, de grands artistes maîtres de toutes les ressources réelles du chant dramatique musical, doués de sensibilité, d'intelligence,
de virtuosité et de cette faculté si rare qu'on nommait l'inspiration? Non, sans doute, le public quelquefois applaudit aussi cela. Le public ressemble alors à ces requins qui suivent les navires et qu'on pêche à la ligne, il avale tout, le morceau de lard et le harpon. L'Orphée de Gluck au théâtre lyrique. Au mois de novembre 1859, M. Carvalho, directeur du théâtre lyrique, a osé entreprendre de remettre en scène l'Orphée de Gluck, et a obtenu par ce coup d'audace un des plus grands succès dont nous ayons été témoins. Il fallait être hardi, en effet, et parfaitement convaincu que le beau est beau pour braver les préventions des esprits frivoles, les préjugés des routiniers qui de toutes parts s'élevaient contre sa tentative. Il fallait aussi fermer l'oreille aux récriminations des gens intéressés à se montrer hostiles à la résurrection des chefs-d'œuvre qu'il suffit de montrer pour faire établir par le public intelligent d'écrasantes comparaisons. Bien plus, il fallait avec des ressources bornées arriver à une de ces exécutions fidèles, animées, vivantes, faute desquelles tant et tant de magnifiques productions sont trop souvent calomniées, défigurées, anéanties. À Paris, quand on le veut bien et qu'on sait choisir, on trouve aisément à former un excellent orchestre, un chœur satisfaisant, une collection de demi-chanteurs pour remplir passablement les demi-rôles dans un opéra. Mais s'il s'agit de s'assurer d'un artiste de premier ordre pour une de ces grandes figures qui ne supportent rien d'incomplet ni de mesquin dans leur reproduction, la difficulté est presque toujours insurmontable. Orphée est de celle-là. Où trouver le ténor réunissant les qualités spéciales que la représentation de ce personnage exige, connaissance profonde de la musique, habileté dans le chant large, possession complète du style simple et sévère, organe puissant et noble, profonde sensibilité, expression du visage, beauté et naturelle du geste. Enfin, compréhension parfaite et par suite amour raisonné de l'œuvre de Gluck. Heureusement le directeur du théâtre lyrique savait que le rôle d'Orphée fut écrit dans l'origine pour une voix de contralto, il comprit qu'en le faisant accepter à Madame Viardot il assurait le succès de son entreprise. Il y parvint. Une fois sûr du concours de la grande artiste, il fit entreprendre pour la partition un travail spécial que nous allons indiquer. L'Orfeo ed Euridice, azione teatrale per la musica, del signor Cavaliere Cristofano Gluck. Fut d'abord un opéra en 3 actes fort courts, dont le texte italien avait été écrit par Calzabigi. Il fut représenté pour la première fois à Vienne, en 1764, bientôt après à Parme, puis sur une foule d'autres théâtres d'Italie. À Vienne, les rôles étaient ainsi distribués. Orfeo, signor Gaetano Guadagni, contralto Castra. Eurydice, signora Mariana Bianchi. Amore, signora Lucia Clavaro. On a même conservé le nom du maître des ballets, Gasparo Angiolini, et celui du metteur en scène, Maria Caglio. Plus tard, Gluck, étant venu en France pour reproduire Orphée sur la scène de l'Académie royale de musique, fit traduire le libretto de Calzabigi par M. Molines, transposa ou fit transposer le rôle principal pour la voix de haute contre, ténor, du chanteur Legros, ajouta beaucoup de morceaux nouveaux à sa partition, et fit subir aux anciens une foule de modifications importantes. Parmi les morceaux nouveaux, nous signalerons seulement le premier air de l'amour. Si les 12 accordent à lire. Celui d'Eurydice avec cœur. Cet asile aimable et tranquille. L'air de bravoure qu'il introduisit à la fin du premier acte. L'espoir renaît dans mon âme. L'air pantomime pour flûte seule dans la première scène des Champs-Élysées, et plusieurs airs de ballet fort développés. En outre, il ajouta 6 mesures au premier chant d'Orphée, dans la scène infernale, 3 au second, 3 à la péroraison de l'air. Cefaro senza Eurydice, une seule au cœur des ombres heureuses. Torna o bella al tuo consorte. Il s'aperçut fort tard que l'absence de cette mesure détruisait la régularité de la phrase finale.
Il réinstrumenta presque de fond en comble la délicieuse symphonie descriptive qui sert d'accompagnement au chant d'Orphée à son entrée dans les Champs-Élyséens. Che puro ciel. Che chiaro sol. Supprima plus de 40 mesures dans le récitatif qui commence le troisième acte et en refit entièrement un second. Ces remaniements, et quelques-uns que je néglige d'indiquer ici, étaient tous à l'avantage de la partition. Malheureusement d'autres corrections furent faites, peut-être par une main étrangère, qui mutilèrent certains passages de la plus barbare façon. Ces mutilations ont été conservées dans la partition française gravée, et toujours reproduite aux exécutions d'Orphée que j'ai entendues si souvent à l'opéra, de 1825 à 1830. Il y avait, à l'époque où Gluck écrivit l'Orfeo à Vienne, un instrument à vent dont on se sert encore aujourd'hui dans quelques églises d'Allemagne pour accompagner les chorales, et qu'il nomme cornetto. Il est en bois, percé de trous, et se joue avec une embouchure de cuivre ou de corne semblable à l'embouchure de la trompette. Dans la cérémonie religieuse funèbre qui se fait autour du tombeau d'Eurydice, au premier acte d'Orfeo, Gluck adjoignit le cornetto aux 3 trombones pour accompagner les 4 parties du chœur. Le cornetto, n'étant pas connu à l'Opéra de Paris, fut plus tard supprimé sans être remplacé par un autre instrument, et les soprani du chœur, dont il suit le dessin à l'unisson dans la partition italienne, furent ainsi privés de leur doublure instrumentale. Dans la 3e strophe de la romance du premier acte, Piango il mio ben così. L'auteur a introduit 2 corps anglais. L'orchestre de l'opéra français n'en possédant pas, les corps anglais furent remplacés par 2 clarinettes. Aux voix de contralto, d'un si heureux effet dans les chœurs, et que Gluck employa dans Orfeo, comme tous les maîtres italiens et allemands, on substitua à Paris les voix criardes de haute contre. Bien plus, dans le chœur des Champs-Élysées. Viens dans ce séjour paisible. Au passage des coryphées chantants. Eurydice va paraître. Si bien écrit dans la partition italienne, cette partie de haute contre fut modifiée, sans qu'on puisse concevoir pourquoi, de manière à produire 4 fois la faute d'harmonie la plus plate qui se puisse commettre. Quant aux fautes de gravure existant dans les 2 partitions, l'italienne et la française, aux indications essentielles omises, aux nuances mal placées, je n'en finirai pas de les signaler. Gluck semble avoir été d'une paresse extrême, et fort peu soucieux du rédigé, non seulement avec la correction harmonique digne d'un maître, mais même avec le soin d'un bon copiste, ses plus belles compositions. Souvent, pour ne pas se donner la peine d'écrire la partie de l'alto de l'orchestre, il l'indique par ces mots. Col basso. Sans prendre garde que par suite de cette indication la partie d'alto qui se trouve à la double octave haute des basses va monter au-dessus des premiers violons. En quelques endroits, dans le dernier chœur des Ombres heureuses, par exemple, il a même écrit en toutes notes cette partie trop haut et de façon à produire des octaves entre les 2 parties extrêmes de l'harmonie, faute d'enfant qu'on est aussi surpris qu'affligé de trouver là. Enfin des trombones furent ajoutés par l'un des anciens chefs d'orchestre de l'opéra dans certaines parties de la scène des Enfers où l'auteur n'en avait pas mis, ce qui affaiblissait nécessairement l'effet de leur intervention dans la fameuse réponse des démons. Et non. Où le compositeur a voulu les faire entendre. On conçoit maintenant le genre de travail qu'il a fallu faire pour remettre cet ouvrage en ordre, approprier à la voix de contralto les récitatifs et airs nouveaux ajoutés par Gluck au rôle principal, lors de sa transformation en Orphée ténor, ôter les trombones ajoutés par un inconnu, et remplacer par un cornet moderne en cuivre le cornetto en bois dont personne ne joue à Paris, et qui double les soprani du chœur en marchant avec le groupe des trombones au premier acte et au second. De plus on a corrigé dans le livret quelques vers de M. Molines, dont la niaiserie paraissait dangereuse et inacceptable même par un public accoutumé au style des Molines de notre temps. Pouvait-on, par exemple, laisser dire à Eurydice, qui veut absolument se faire regarder par son époux. Contente mon envie. Et quelques autres gentillesses semblables. Après ce long préambule,
nécessaire peut-être, nous sommes plus à l'aise pour parler de l'Orphée de Gluck et de la façon dont il a été remis en scène au théâtre lyrique. Monsieur Janin l'écrivait dernièrement. Nous ne reprenons pas les chefs-d'œuvre, ce sont les chefs-d'œuvre qui nous reprennent. En effet, voilà qu'Orphée nous a repris, nous tous qui sommes de bonnes prises. Quant aux autres, quant à ces Polonius qui trouvent tout trop long et à qui il faut un conte grivois ou quelques sales parodies pour les tenir éveillés, aucun chef-d'œuvre ne voudrait d'eux, et Orphée n'aurait garde de les reprendre. On sait cela, et pourtant on sent son cœur se serrer en écoutant les opinions diverses émises par la foule toutes les fois qu'une production importante de l'art est soumise à son jugement. On sent son cœur se soulever, surtout si, après de nobles émotions, on entend discuter le produit probable en gros sous de l'œuvre qui les a causés, et répéter autour de soi cette phrase infâme. Cela fera-t-il de l'argent ? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.